Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis 4 décennies, vous menez une carrière à votre rythme, en prenant le temps sans pour autant oublier le piano. Il vous a fallu 10 ans pour écrire, composer et enregistrer un nouvel album. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bonjour Romain Didier. Bonjour Jacques. Et c'est vrai qu'il y a un nouvel album, ça faisait 10 ans qu'on l'attendait. Bon, c'est gentil de l'attendre en tout cas. Moi, ça fait 10 ans que j'attendais d'en faire un, mais j'ai été poussé par plein de choses. Moi, écrire, écrire de la musique, c'est mon truc quotidien. Écrire des textes, il faut que je remette le muscle en marche. Il faut que je remette le muscle de l'athlète en marche. Donc, ça met du temps à arriver. Et puis, alors, à chaque fois, je repousse. J'ai toujours mieux à faire que me trouver dans la page blanche. Alors, je fais plein de choses passionnantes, voilà. Mais pas ça. On va en parler justement parce que votre parcours est totalement atypique. C'est le 11e album. Il y a eu beaucoup d'autres choses. On en parle à travers des dates. Et la première que j'ai trouvée, Romain Didier, c'est le 11 juillet 1981. Ce jour-là, vous remportez 3 prix sur 4 à Spa. Ah oui, le festival de Spa. Oui. C'est vrai que j'étais allé quelques années plus tôt pour y aller. J'avais un ami chanteur qui s'appelait Pierre Philippon qui avait été représenté la France une année. J'avais été avec lui et je pensais pas un jour me mettre à chanter, me retrouver effectivement comme ça, aller gagner 3 prix avec une chanson un peu atypique déjà à l'époque. C'était avec Amnésie. C'est ça. Ben on va l'écouter justement. Amenez-moi, amenez-moi devant chez moi. Amnésie, c'est pas ici. Alors, avec cette chanson, Romain Didier, vous remportez le prix du jury, le prix de la ville et le prix du public. Rien que ça. Ben oui, rien que ça, forcément, c'est d'une prétention terrible que de trouver ça normal. Mais non, c'était la première belle nouvelle dans ce métier, parce que quand on commence à chanter et qu'on n'a pas encore fédéré tout un public derrière soi, on est content d'avoir ses pairs qui vous disent allez, vas-y. Moi, tous les prix, quelques prix que j'ai eus, j'en ai plus quelques-uns, j'ai toujours pris comme ça. C'est un encouragement à continuer à faire, quoi. Alors, il faut savoir que ce festival de Spa, d'abord, il a été créé au début des années 70, inspiré par le festival italien de San Remo, et puis il a été jumelé avec les Francopholies en 1995. Et cette année-là où vous êtes donc lauréat, on fête les 47 ans de Pierre Perret et on salue Balavoine en pleine ascension. Il débutait, il avait ses premiers succès. Voilà. Oui, on avait le même attaché de presse à l'époque. Voilà. Alors, finalement, Amnésie est paradoxalement une chanson qu'on n'oublie pas parce qu'elle est restée. Oui, c'est le texte, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le texte, c'est de Patrice Mitois, oui, avec qui j'ai fait toutes les chansons de tout mon premier album. Et donc d'Amnésie, voilà, j'ai commencé à écrire moi avec l'album qui a suivi, L'aéroport de Fiumicino. Mais voilà, donc j'ai continué à la chanter longtemps sur scène. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu atypique quand même à cette époque-là. Pourquoi ? Je sais pas, rythmiquement. Je sais pas, mais De toute façon, vous avez toujours été atypique rythmiquement. Peut-être un petit peu, oui. Voilà. Et ça ne vous a jamais gêné. C'est gentil. Alors, il y a un reportage du journal télévisé où on voit au piano et vous dites que vous avez appris à jouer tout seul du piano. Vous n'avez pas pris de cours? Non, parce que je pense que mes parents avaient autre chose à faire que s'occuper de mon éducation musicale et même de la déléguer. Donc je voyais par contre toujours ma mère était cantatrice, elle chantait à l'opéra à Paris. Oui. Et donc il y avait tous les matins une répétitrice qui venait pour lui faire sa voix et pour lui faire répéter tous les rôles qu'elle devait entretenir ou qu'elle devait chanter peu de temps après. Donc tous les jours j'avais du piano, de la musique, et donc j'ai beaucoup appris par mimétisme. Alors ils ont essayé quand même de me faire donner des cours par cette dame. Oui. J'ai vite été récalcitrant. Ouais, ça vous plaisait pas? Parce que je comprenais pas comment des gens pouvaient jouer aussi bien du piano et que ce soit si fastidieux en fin de compte. Alors, votre mère, elle s'appelait Christiane Castelli. Elle a passé plus de 30 ans dans la troupe de l'Opéra de Paris et je crois qu'elle a chanté la Tosca plus de 300 fois. Je crois qu'elle était réputée pour être une très belle Tosca. Je crois que moi, je l'ai vu souvent aussi. J'ai pas vu les 300 fois, j'en ai vu beaucoup. Oui, c'était d'où mon amour pour l'opéra italien et pour Puccini. Voilà. Mais à la fois, quand vous étiez enfant, vous étiez affolé parce qu'elle mourait tous les soirs, votre mère, Romain Didier. Alors, oui, les héroïnes d'opéra ont tendance à mourir de façon un tout petit peu brutale. Oui. Alors, à l'époque, à Garnier, il jouait régulièrement le Faust de Gounod, où elle meurt sur le bûcher, quand même. Ouais. La Tosca, elle saute du château Saint-Ange. La Bohème, elle meurt quand elle fait le rôle de Mimi. Elle meurt dans des conditions, en plus avec une musique de Puccini qui est absolument poignante.
Ça, c'est à chaque fois. Bon, donc, à chaque fois, ce savoir-faire pour tirer l'alarme du public, ce qu'arrivait très bien à faire Puccini, moi, à 4-5 ans, effectivement, j'attendais que le lustre s'allume et je fonçais dans les coulisses. J'étais un petit peu chez moi à l'époque, et à l'Opéra Comique où il jouait la Bohème en général, ou à la Tosca, et puis je fonçais voir dans la loge. Tout était en ordre, ça allait. Voilà, ça devenait une habitude. Il faut savoir que la Tosca, bon, qui a été accueillie fraîchement par la critique, son premier fan, qui connaissait la Tosca par cœur et qui l'a joué au piano et l'a chanté, c'était Maurice Ravel. Ah, je ne savais pas. Ce qui ne m'étonne pas, enfin, je suis pas un musicologue averti, mais quand on voit le soin méticuleux de l'orchestration de Ravel, et qu'on voit celui, parce que quand on épluche un peu la Bohème, par exemple, ou la Tosca, orchestralement, c'est magnifique. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont capables de réécrire la partition de mémoire. Alors, la musique, c'est une affaire de famille, puisque votre père, Pierre Petit, a été Grand Prix de Rome en 46. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes né à Rome et que vous appelez Romain. Voilà, heureusement que je suis né à Rome et pas dans une autre capitale. Oui, je garde des souvenirs de la villa, enfin les souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs d'origine, mais par contre, forcément, mes parents passaient leur temps à me raconter comment ça se passait à la villa, à tel point que j'ai l'impression d'avoir vécu, d'avoir vu, d'en avoir le souvenir. Je n'ai pas le souvenir. J'y suis retourné après, mais. Voilà, mais vous étiez tout petit quand quand votre père a quitté la Villa Médicis. Bah oui, je devais avoir 1 an et demi ou 2. Il faut savoir que la Villa Médicis, elle a un parc de 7 hectares, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et elle héberge les lauréats du prix de Rome depuis 1803. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un endroit absolument magnifique. Voilà. Alors, est-ce que ce concours, c'était quelque chose d'important? C'était quelque chose d'essentiel à l'époque? Parce que passer le concours du prix de Rome, c'était un avenir assuré. En tout cas, c'était Ravel l'a loupé plusieurs fois. Oui. Debussy l'a eu. Oui. Il y a plein de gens qui l'ont eu et qui n'ont pas fait de carrière, des gens qui ne l'ont pas eu et qui ont fait des carrières. Je pense que c'est une façon à l'instant T de dire voilà, ça c'est quelqu'un qui sait faire. Et votre père, Pierre Petit, a dirigé l'école normale de musique. Il a été aussi critique musical au Figaro et il a été l'un des pionniers des émissions de télévision musicale avec une émission qui s'appelait Accord Parfait, je crois. Alors, il y avait Accord Parfait, il y a eu Contrut, Oui. et il y a eu, je sais plus, j'ai regardé les archives et je suis retombé sur une autre. En tout cas, Contrut, oui. Donc, et il aurait pu vous apprendre le piano, votre père? Je pense que s'il n'avait pas eu le temps de faire, s'il n'avait pas fait tout ça, peut-être qu'il aurait eu le temps. Voilà. Ceci dit, il n'y a aucun regret dans ma façon de prononcer ça. Non, mais en revanche, vous dites que parfois, j'aurais peut-être dû prendre des cours, je saurais faire d'autres choses. L'idéal, je trouve que c'est ce que je souhaite à tous les jeunes qui font de la musique, c'est de pouvoir faire les deux, c'est-à-dire d'avoir une approche tout à fait savante et sérieuse de la musique et d'aller au bout de ça, et en même temps de continuer à cultiver à côté d'autres sentiers. Michel Legrand a fait ça très bien. Enfin, je veux dire, des gens qui vont souvent se retrouver dans les orchestrations et flirter un peu avec la variété ou la musique instrumentale, la musique légère. Mais c'est vrai qu'on peut que souhaiter ça aux gens. D'arriver à faire les deux. Moi, j'essaye. Je n'ai aucune velléité classique, mais donc j'ai continué à agrémenter mon petit savoir-faire sur les sentiers à côté. Voilà. Et les premiers sentiers, c'était les bars. Vous avez été pianiste de bar comme beaucoup d'autres, comme Louis de Funès, comme Darry Cole, comme Gilbert Bécaud. Ben oui, c'était une façon de gagner sa vie. À l'époque, il y avait tous ces cabarets de la rive gauche, il y avait l'Écluse, l'échelle de Jacob, la tête de l'art était sur la rive droite, mais chez Georges, il y avait plein d'endroits comme ça, et moi je gagnais des sous en accompagnant un chanteur que j'ai perdu de vue, qui s'appelait qui s'appelle toujours, je sais pas s'il chante encore, Richard de Bordeaux. Oui. Et donc qui faisait un duo avec Daniel Beretta peu de temps avant, et Oui. je l'ai accompagné à l'Écluse pendant des années, et c'est là que j'ai appris un peu à faire du piano en public, et puis parallèlement à ça, je faisais du piano bar. Oui, et vous avez été repéré par Bécaud, d'ailleurs comme Bécaud a été repéré par Pils, et on vous a demandé de faire des arrangements d'un disque de Francis Lemarque. C'est ça. Alors je crois que c'est à travers par mon ami, ce parolier Patrice Mitois dont on parlait tout à l'heure, Oui. qui était ami avec Gaïa Bécaud, le fils de Gilbert, un des fils de Gilbert.
Et donc, on s'est retrouvés ensemble. Et c'était les éditions et productions du Rideau Rouge, donc les éditions de Gilbert Bécaud, qui ont produit cet album de Francis Lemarque sur lequel je me suis retrouvé. Et Francis Lemarque, avec lequel vous avez travaillé ensuite. Et je sais qu'il y a une chose qu'on ne sait pas sur Francis Lemarque, c'est qu'un jour, il parle à Suzy Lebrun, la patronne de l'échelle de Jacob, en disant: j'ai repéré un jeune Belge qui est à Paris, il faut que tu le prennes. C'était Jacques Brel. Et c'est comme ça qu'il a débuté, grâce à Francis Lemarque. Ah, c'est fou ça. Et puis il y a quelqu'un qui a cru en vous. Et d'ailleurs, elle a chanté l'une de vos chansons, c'est Nicole Croisille. À l'ombre d'un bord salino, pour un regard donner ma peau. Allô Mélo 1920. Allô Mélo, l'une de vos premières chansons pour Nicole Croisille, Romain Didier. Oui, c'est des jolis souvenirs. C'est parce que on avait cherché avec Patrice Mitois, toujours le même, il était très présent à cette époque-là et important pour moi. On a commencé à écrire des chansons, et puis les gens pour qui il fallait écrire des chansons à l'époque, chez les filles, c'était Nicole Croisille, parce qu'elle était, d'abord, elle chantait formidablement bien, et qu'elle n'écrivait pas ses chansons elle-même, donc elle avait besoin d'auteurs et de compositeurs. Donc on avait tenté notre coup avec Patrice, et on a écrit plusieurs chansons. Elle en a chanté deux ou trois, Ma folie, celle-là, une autre chanson qui s'appelait, je sais plus. Enfin bon, et donc c'est le fait de la rencontrer et de rencontrer le producteur avec qui elle travaillait. En écoutant le son de ma voix sur les maquettes, il dit: pourquoi tu n'essaierais pas de faire un disque? Voilà. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Et vous n'avez pas fait que ça, on en parle avec une autre date, le 17 décembre 1991. A tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Romain Didier. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouvel album, le premier depuis 10 ans. Et là, on revient à une date importante, c'est le 17 décembre 1991. C'est la première d'un spectacle au théâtre de 10 heures. Et ça, et oui, car vous avez fait 2 mois au théâtre de 10 heures avec un pianiste. Avec vous, je crois d'ailleurs. C'était moi le pianiste. Ouais, voilà. Oui, c'était rare. C'était au théâtre, au départ, les 10 heures, c'était un théâtre de chansonniers pendant des années, tenu par Oléo qui avait beaucoup travaillé sur le trottoir dans les années 50 et qui a repris ce théâtre, et qui avait une spécialité, et il y avait une petite fenêtre, et chaque fois qu'un spectateur arrivait en retard, elle l'insultait depuis la fenêtre. Donc les gens arrivaient volontairement en retard pour être insultés. Et la fenêtre existe toujours. La fenêtre existe toujours. Je me souviens de ça. Ah oui, ça c'est un souvenir de marathonien, oui. Mais un joli souvenir. C'est-à-dire que s'installer, j'ai jamais refait autant de temps comme ça, s'installer pendant 2 mois quelque part, c'est d'abord un pari qui s'avère utile, parce que effectivement les jauges se remplissent au fur et à mesure. Puis c'est une belle façon de travailler la scène, quoi. Enfin, c'est formidable. Et comment vous étiez arrivé là? Parce que effectivement, à l'époque, ce n'était pas un théâtre où les chanteurs passaient. Je devais pas être le premier à le faire, parce que je suis pas sûr d'avoir été le pionnier. C'était Michel Miletti à l'époque, qui était seul avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Et il s'était ouvert à la chanson. J'ai vu après effectivement d'autres spectacles de chansons. Mais je sais pas comment c'est venu. C'était une opportunité, je pense. Voilà. Et parmi les chansons à votre programme, il y avait celle-ci. Señor ou señorita de Bahia, Bahia, le jour elle traque, les hors-la-loi. Señor ou señorita de Bahia, Bahia, la nuit il danse, au cœur s'en bat. Vous touchez à toutes les mélodies, à tous les rythmes. Bah oui, enfin Ça vous fait sourire cette chanson, Romain Didier? Ça me fait sourire parce que j'écoute. Toutes les chansons que j'ai enregistrées en studio, souvent les enregistrements studio, j'ai plus trop tendance à les écouter, parce que une chanson continue à vivre tant qu'on la chante. Le jour où on la chante plus, voilà. Donc, elle n'a jamais été enfermée dans aucune de mes chansons d'ailleurs n'a eu un succès tel, hexagonal, énorme et tout ça, qui fasse qu'on ne se souvienne que de la version originale. Oui. Donc à chaque fois, je les fais revivre les chansons, oui. Même les chansons qui sont passées à la radio à l'époque. Je les chante différemment maintenant, elles revivent à chaque fois que je les chante, donc j'arrive pas à les dater. Et quand je réécoute Señor ou Señorita dans sa version de 86, 96, je sais pas combien de 80, oui. Voilà, effectivement, c'est un sourire bienveillant, hein, mais je ne le referai peut-être pas comme ça aujourd'hui.
Alors, on date en revanche vos débuts à la scène. C'est en 81 au Petit Montparnasse, une petite salle où tout de suite le succès est là, un succès critique et public, Romain Didier. Ben, oui, enfin, enfin, je sais pas comment dire, je garde un joli souvenir dans sa première scène, donc ça c'était important. Au début, on était plus nombreux sur scène. 5 musiciens, je crois. Oui, que dans la salle, quelque temps. Puis oui, ça a augmenté aussi. Mais à l'époque, il y avait effectivement l'aide des médias généralistes qui passaient mes chansons à la radio, donc ça s'est rempli assez vite. Et je crois que c'est Nicole Croisy qui vous avait conseillé de faire de la scène, parce que vous ne vouliez pas au début. Je sais pas très bien ce que moi. On parle de 81, ça veut dire que on m'avait convaincu de chanter un an avant. Oui. Donc je m'avais convaincu, c'est-à-dire qu'il faut passer plein de caps pour oser aller se montrer en public et dire aux gens, regardez, c'est formidable ce que je fais, regardez-moi, c'est formidable ce que je fais. Ça se fait pas. Il y a des personnalités chez qui ça peut être plus lent pour en arriver là. Maintenant, tout va bien, mais à cette époque-là, il fallait un petit peu de temps. Donc, puis j'avais peur d'avoir des trous de mémoire, et puis j'avais des tas de phobies comme celle-là. Et donc, elle m'a convaincu, effectivement, et j'y suis allé quand même assez vite, et j'ai pris le virus. Voilà. Et il y avait un album qui était déjà sorti, c'était Promesse, Promesse. Promesse, promesse, Sur la tête du chien, promesse, promesse. ça passe comme les tramways de Shanghai. Ça vieillit comme de l'emprunt russe. Ça casse comme les vieux chapeaux de paille. Ça perd sa valeur à l'Argus. Premier album. Premier album, chanson encore de Patrice. Oui. Et c'est rigolo parce qu'elle passait souvent à la radio. Et je me souviens d'un retour. Et à la même époque, j'accompagnais Nicole, parce que je l'ai accompagnée donc pendant un moment sur scène, avec Graziella, qui était au piano. Oui. Et en première partie, on était tous les deux, chacun sur un piano avec eux. On faisait la première partie à 4 mains. Et ensuite, ça s'ouvrait sur un orchestre et tout ça. Donc c'était un joli souvenir au Théâtre des Champs-Élysées. Et je me souviens d'un technicien que je ramenais le soir en voiture. Et j'allume la radio et je m'entends. Et je lui dis, c'est moi. Il me dit, et moi, je suis le pape. Voilà. Et donc, ça m'est resté. Patrice Mitois, dont on parle, il faut savoir que son père, Marcel Mitois, était journaliste à Jour de France. Il écrit une pièce dont personne ne veut, Croque-Monsieur. Et il cherche une actrice. Et puis, il y en a une qu'on lui conseille de rendre parce que personne ne la connaît. C'est Jacqueline Maillan. Oui. Et c'est comme ça que Jacqueline Maillan a débuté. C'est formidable. C'est une belle histoire. Alors, ce premier album a été suivi par un autre qui s'appelait Candeur et Décadence, où il y avait cette chanson qui est une chanson souvenir. Je voyage au fond de ta mémoire. Rome en vacances ou Rome en décadence. L'aéroport de Fiumicino, souvenir familial puisque c'est l'aéroport de Rome. C'est ça. C'est-à-dire que quand il m'est arrivé une fois d'atterrir à l'aéroport Leonardo da Vinci, donc à Fiumicino, et je sais pas, une sorte de vision comme ça qui s'est faite. Je me voyais toucher le sol et en même temps voir les chars romains et tout ça. Enfin, ce mélange du buste de César qu'on avait quand on faisait du latin sur le bouquin, sur la couverture, et la modernité, quoi. Donc d'où la chanson. Et d'ailleurs, l'aéroport de Fiumicino, il est en train d'être modernisé, puisqu'il y a un nouveau terminal qui va être créé en 2027. Il va coûter plusieurs milliards d'euros. Voilà, vous pourrez refaire une nouvelle version de notre chanson. Alors, cette chanson, donc, est aussi le point de départ, était dans tous vos concerts, parce que finalement, le contact avec le public s'est très vite établi avec vous, Romain Didier. Enfin, moi, en tout cas, oui, je pense que ça se ressent. Enfin, en général, ce qu'on sent, on se trompe pas quand on est sur scène. Je pense que si le silence est pesant, c'est pesant. Si le silence est joyeux, c'est joyeux. Et on sent beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas. Et je me suis vite senti bien à chanter mes chansons en public, oui. Donc, Et le premier Olympia, c'était en première partie de Popek, ce qui est assez inattendu. Popek, on s'est connus... On s'est connus à l'Écluse. On avait tous les deux une 2 chevaux et on regardait à chaque fois ce qu'il y avait comme de plus dans sa 2 chevaux ou dans la mienne, et on évoquait les grands Augustins. Et donc j'ai connu la Popek avec pas mal d'autres chanteurs, dont Marie-Paul Bell, que j'ai vu l'autre jour dans ces couloirs ici, la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc c'était un endroit où j'ai rencontré plein de gens. Moi, je débutais, et quand Popek a fait
l'Olympia, je pense que c'était pendant les fêtes de fin d'année 82, Oui. à cheval 82-83. J'ai fait 15 jours en première partie. Et à l'époque, Popek s'appelait Jean Herbert et il a commencé à la télévision avec des canulars dans une émission de Philippe Bouvard qui s'appelait Samedi soir. Et un jour, il se fait passer pour un faux ministre qui arrive faire une revue dans une caserne. Ça marche jusqu'au moment où les militaires ont vu un CRS qui était un figurant fumer une cigarette. Donc il s'est retrouvé au poste et il a fini en prison. Ça s'est mal terminé. Alors, il y a aussi un lieu qui a été très important pour vous, c'est le Théâtre de la Ville, Romain Didier. Bah oui, parce qu'après, je trouve qu'il n'y a pas d'échelle de valeur sur les salles. La salle de Piment-Parnasse, c'était une salle tellement importante pour moi, parce que c'était la première fois. L'Olympia, c'est mythique. Le Théâtre de la Ville, d'abord, j'ai adoré l'horaire, 18h30 à l'époque. Oui, c'était nouveau à l'époque, personne ne le faisait. Oui, ça c'est formidable, je trouve, parce que il y avait dans les pays de l'Est où on faisait ça. Oui. Quand il m'arrivait d'aller là-bas et d'aller assister à des spectacles, je demandais pourquoi les spectacles étaient si tôt. On me répondait parce que les ouvriers embauchent tôt le matin. Oui. Et ça m'est resté le rapport entre la vie et la culture. Et donc, oui, le Théâtre de la Ville, c'est un très très beau souvenir. Et effectivement, vous aviez été choisi par le successeur de Jean Mercure et ça a très bien marché. Et il y avait cette chanson. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans amis, je suis né sans argent. Je suis né comme on meurt à la guerre loin. L'enfant que j'étais. Chanson qui vous a marqué aussi. Oui, parce que c'était... Après, quand on écrit des chansons, on se raconte un peu, alors on laisse passer des choses. Cette chanson-là, c'est une chanson qui m'a marqué. Ce qui me fait sourire encore, c'est que quand je l'entends dans sa version originale, je me rends compte que maintenant je dois la chanter, à mon avis, 2-3 tons en dessous. C'est fou ce que je chantais haut à l'époque. Ah bah, vous avez même eu plus que ça, puisque vous avez eu, je crois, le premier Grand Prix de l'Académie Charles Cros avec cette chanson. Avec cette chanson, avec l'album, oui. Avec cet album, oui. Ouais. Mais il y en a eu d'autres. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 8 juillet 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Romain Didier. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouvel album qui est sorti voici quelques jours et qui attendait son public depuis 10 ans. On revient à une date, 8 juillet 2011. C'est la première au Festival d'Avignon d'un spectacle qui s'appelle Romain Didier au singulier. Oui, première Avignon, parce que Avignon, c'était réservé au théâtre dans le temps. Et le off, petit à petit, c'était aussi beaucoup des petites formes de théâtre. Et puis la chanson s'y est épanouie petit à petit. Donc, ça fait longtemps que j'entendais parler de ça. Puis un jour, j'ai accepté de faire ça donc pendant un mois. Une sorte, c'est pas les 2 mois du théâtre de 10 heures, mais c'est quand même sous le cagnard, un mois de tous les jours. Et c'est aussi une belle façon de travailler un tour de chant, quoi. Oui, en même temps, c'est une foire, le off d'Avignon. C'est-à-dire on tracte tous les jours, il y a un monde fou, c'est très compliqué. On m'a épargné le tractage. Oui. Donc, moi, j'arrivais juste pour chanter, donc je sortais de l'eau. Oui. Pas loin. Non, et puis, je garde effectivement un joli souvenir de ça, mais c'est vraiment une foire. Enfin, pour savoir, pour faire comprendre aux gens qu'on existe et qu'on est là de telle heure à telle heure, c'est toute une histoire. Oui, mais vous y êtes arrivé. Il faut savoir que le off est né parce que André Benedetto, qui dirigeait le Théâtre des Carmes, a créé un spectacle contre la vie de Jean Vilar en 66. Donc Jean Vilar était très furieux, mais ça a été le premier spectacle et c'est le off qui est né ainsi. Je sais, c'est bien, il faut que je revienne plus souvent ici, j'apprends des tas de trucs. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est à ce festival que vous avez chanté cette chanson. Répondez aux petits anges, même s'ils vous semblent étranges. Répondez au hasard, aux lucioles dans le noir. De loin, on aurait cru des oies. C'est ça. Quel titre insolite. Bah oui, c'est comme Avignon. Pour faire savoir qu'on existe, il faut parfois être insolite. Mais comment viennent ces idées de chansons, ces titres? Ça vient comme ça, la réflexion? Alors, pour moi, les titres, c'est ou un conseil d'un ami, ou d'un seul coup, comme ça, une phrase qui arrive et qui parle un petit peu ou pas, de ce qu'il y a sur le... Par contre, les idées de chansons, elles, ça
je pense qu'en chanson, on répète rien de nouveau. On a tous. Enfin, on prend l'univers de Trenet, on a tout dit. L'univers de Brassens, on a encore tout dit. La même chose, mais autrement. L'univers de Brel, on le prend tout le monde. Et de Romain Didier, c'est pareil, c'est pas mieux, c'est pas pire. C'est peut-être pire, mais c'est pas mieux. Et en fait, quand on ne fait que déplacer le curseur, déplacer le projo, déplacer la caméra pour éclairer et pour filmer la même chose exactement, quoi, la nature humaine. Oui, mais ça touche un public parce que bon, il y a eu 3 grands prix de l'Académie Charles Cros, il y a eu le prix Raoul Breton de la SACEM, le prix Georges Brassens à 7. Vous avez été couvert de prix, Romain Didier. Oui, encore une fois, c'est formidable et je crache vraiment pas là-dessus, parce que c'est encore une fois c'est confortable, c'est réconfortant d'avoir les gens qui font ce métier ou de les entendre dire c'est bien, continue, qu'on ait rejoint un public ou non, qu'on ait un grand public ou je suis conscient de faire mon métier dans une niche culture, dans une niche. Voilà, vous avez un public. Mais j'ai un public, et puis ce public a peut-être besoin de gens qui font ce métier comme je le fais, et comme on est plusieurs à le faire. Un artisan. Voilà, oui. Alors, on rêve toujours d'avoir le plus grand public possible et d'avoir la plus grande audience possible, parce que c'est un métier public qu'on fait. Mais du coup, quand il y a des gens dans cette niche, pas désagréable dans laquelle je vis, des gens qui vous disent continue, c'est bien, voilà. Et non seulement en France, mais à l'étranger, parce que vous êtes devenu, Romain Didier, une image de la France à l'étranger dans certains pays. Pendant une période, je chantais assez souvent à l'étranger, donc oui, j'apportais un peu le français là-bas. Mais il y a eu la Bulgarie, il y a eu d'autres pays. Comment c'est venu? On est venu vous chercher? La Bulgarie, c'était les francopholies c'était Foulquier qui avait essayé de faire des éditions des francopholies là-bas en Bulgarie. Je pense qu'il y a eu qu'une ou deux saisons, donc je l'ai fait une année. En Allemagne, c'était beaucoup les centres culturels français à l'étranger. Donc c'était des Allemands francophones ou voilà, donc. Il y a eu aussi le Kazakhstan. Vous êtes allé chanter au Kazakhstan, Romain Didier. Le Kazakhstan, ça c'était une rencontre organisée d'ailleurs par Jean Dréjac, le père de Frédéric Brun, mais le père de tellement de chansons. Pour Piaf, il a écrit L'homme à la moto, oui. le petit vin blanc. Oui, la chansonnette, ou l'été 42, avec et donc. Son fils Frédéric, qui a écrit pour moi le regard de Vincent, il a écrit le texte. Et donc voilà, je reviens au père, et le père donc animé, je pense, une amitié franco-russe. Oui. Et donc je m'étais retrouvé à aller chanter au Kazakhstan. Le Kazakhstan, qu'on appelle le pays des vagabonds. À l'époque, personne n'y allait, mais aujourd'hui, il paraît que le nombre de visas a été multiplié par 10 depuis que l'URSS est devenue la Russie. Ah oui. Quand on se retrouve dans les pays comme ça, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'on c'est assez magique, parce que j'ai eu 2 expériences comme ça assez formidables. Il y a celle-là, parce que on est vraiment à l'autre bout du monde, que les gens ont une curiosité et remplissent des salles insensées. Il y avait une comédienne qui disait succinctement le thème de la chanson que j'allais chanter. Je chantais. J'avais amené avec moi 2 chansons, une de Francis Lemarque, le temps à Paris, non? À Paris, oui. Et Paris-Montant. Et oui, et j'avais pris une chanson de Beko, et maintenant, c'est une chanson de pianiste. Et faire l'introduction à 6000 km de là, faire l'introduction de à Paris, de dire à Paris, et de voir la salle faire une ovation, c'est assez impressionnant. Ça prouve que la France a encore une belle image dans le monde. Et c'est aussi une époque où vous avez chanté ceci. Je suis mal, j'ai rien à déclarer, je suis comme vous, je suis bancal. À force de m'écouter, j'entends plus les étoiles. Alors c'est vrai que les rythmes sont très différents à chaque fois, Romain Didier, et ce public que vous qualifiez de niche, il est toujours touché par ça. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y a quelqu'un qui est plus mal que vous, dont vous faites la connaissance et qui va devenir un ami, c'est Alain Leprest. Oui. Alors Alain Leprest, c'est... La rencontre, c'est 85, 86 au Printemps de Bourges. Oui. Ouais, c'est ça. C'est
C'est une écriture fulgurante, quoi. Dès le début, il m'a assommé, ce garçon. Il avait une écriture exceptionnelle. Il avait une écriture exceptionnelle, vraiment. Je suis arrivé à Bourges, je chantais dans, dans la même soirée que Paolo Conte, chacun un récital. Et arrivé à Bourges, tout le monde me parlait du théâtre de découverte où il y avait un jeune inconnu, Alain Leprest, qui avait chanté. Il se trouve qu'on avait le même agent. Et donc, j'ai pas vu le spectacle, c'était la veille. Et je vois encore Leprest derrière les pendrillons quand je chantais. Il avait assisté à mon spectacle depuis les coulisses. C'était pas un grand fou des salles de spectacle, il est plutôt mieux dans les coulisses ou derrière les pendrillons. Et puis on s'est pas quitté pendant des mois. Après, on a écrit plein de chansons ensemble et on s'est suivi. Alors de façon un peu stromboscopique, pas toujours. Voilà, on s'est jusqu'en 2011. Oui, il est mort en 2011 et aujourd'hui, il est mythique. L'autre jour, j'ai reçu à ce micro Anne Silla, qui a gagné The Voice All Star, et son idole, c'est Alain Leprest, qu'elle a vu sur scène, notamment dans Laissez-moi finir ma bouteille, qu'elle connaît par cœur. Donc la nouvelle génération suit Alain Leprest, comme Jean Ferrat, comme d'autres qui adorent Alain Leprest. C'est assez curieux. C'est la plus belle chose qu'on puisse souhaiter à sa mémoire. C'est-à-dire qu'il y a un producteur, Didier Pascalis, qui était le dernier producteur de Leprest, et qui l'a, à mon avis, professionnalisé, comme d'autres n'ont pas réussi à le faire avant. Oui, parce qu'il était ingérable. Oui. Et ce que Didier, lui, a réussi à très bien faire. Et ensuite, on a fait chez Leprest numéro 1, numéro 2 de son vivant, où il y avait quand même des gens aussi différents que Christophe, Adamo, mais Higelin, qui sont venus chanter du Leprest. Je me souviens, j'étais au piano. Et on a fait 2 numéros comme ça. Et ensuite, on a commencé un album symphonique autour de Leprest. Et c'est des copains, parce que Leprest l'a pas fini puisqu'il est mort entre temps, et en fin de compte c'est Daniel Lavoie. Ce qui est fou chez Leprest, c'est que de son vivant, les gens savaient que c'était le meilleur, un des meilleurs. Pour que de Fugain, je veux dire encore une fois à Christophe, les gens se déplacent de son vivant pour venir. Il y a un Bataclan qu'on a fait. Je me souviens, j'étais aussi au piano souvent. C'est quand même, voilà, je sais pas. Les gens ont. Il y a un public qui adore Leprest à juste titre, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez fait un concert symphonique avec d'autres artistes il y a quelques années, avec une tournée qui a très bien marché. Et qu'on continue, on refait encore des dates il y en a une à Argentan. J'ai pas les dates sur moi, mais il faudra surveiller parce que je crois que c'est un spectacle, c'est un peu lourd à monter parce qu'il y a un orchestre symphonique à chaque fois. Là, c'est l'orchestre régional de Normandie, dirigé par Dylan Corley, et on est sur scène avec Enzo, Clarica, Cyril Mocaillet et moi, et j'ai orchestré pour Symphonique, et voilà, et ça fait des versions, on fait vivre Leprest, on continue de le faire vivre. Voilà, et il le mérite. Et avec lui, vous avez écrit entre autres cette chanson. Un dernier boc, 5 o'clock au fond des docks. On refait le monde et tout le monde, il s'en moque. La bière est bonne, les marins en redemandent. On trinque aux cousins partis si loin d'Irlande. Parti, Thomas, Charlie, Brian. D'Irlande, une chanson qui est un album qui s'appelle Place de l'Europe, sur l'Europe. Mais cette chanson a eu beaucoup de succès. Oui, elle a eu du succès. C'est un album où on affectait... où je m'étais dit, il y a 12 chansons. À l'époque, il y avait 12 pays dans l'Europe. Donc, affectons une chanson, puis il y a 12 chansons sur les albums, faisons une chanson par pays. Et puis, c'est normal parce que l'Irlande est le seul pays au monde à posséder un instrument de musique comme symbole national. Et le plus ancien et le plus connu, il est à Trinity College, à Dublin, et il remonte à l'an 1500. Vous voyez, comme quoi il faut faire vivre la musique. Mais c'est vrai que des gens comme vous, comme Leprest, vous avez touché un large public et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire que la jeune génération aime ce genre de répertoire. À l'époque des sons, la musique a toujours beaucoup d'importance. Je pense qu'on peut difficilement imaginer que la musique soit complètement éradiquée de tous les lieux de diffusion. Donc, je pense qu'il y a, et c'est normal, des façons d'exprimer ses sentiments qui sont différents en 2022 qu'en 60. C'est évident. L'arrivée des yéyés n'a pas dû amuser beaucoup les gens qui étaient là en place avant. Enfin, je veux dire que tout ça bouge, les lieux changent. On a la nostalgie des lieux qu'on a connus, mais il y a des jeunes qui font leur métier comme moi, je le faisais, mais dans d'autres lieux qu'on connaît pas. Enfin, tout ça, c'est... Après, il y a cette façon de faire de la chanson telle que la presse le faisait et telle que j'essayais de le faire. Et ça, à mon avis, c'est pas mort tout de suite. Ça a du mal à se fédérer parce que les grands médias, les médias en général, je dis ça dans une émission où je devrais pas le dire parce que là, vous le faites, mais où en fin de compte, ça passe un petit peu pour
C'est pas très, très important, mais en fin de compte, il y a des gens qui aiment cette chanson-là et qui ont besoin de se fédérer, de trouver des endroits pour se retrouver et continuer à faire des concerts. On va y arriver. Mais c'est un combat que vous menez? Bah, je vois tellement Oui, c'est un combat qui est difficile parce que les salles de spectacle, de plus en plus, c'est effectivement d'autres esthétiques quand c'est pas dans toutes les salles où je chantais il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, ils faisaient bien sûr du théâtre, de la danse, bien sûr, ils faisaient du jazz, mais ils faisaient aussi de la chanson, voilà. Et ça, il y en a de la proportion. Il y a heureusement un réseau associatif qui est assez extraordinaire de gens qui aiment la chanson et qui en association font des spectacles. Donc on continue aussi à vivre avec ça. Voilà, et à vivre avec ce nouvel album dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 24 septembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Romain Didier. Donc on a parlé de votre carrière, de cette niche dans laquelle vous officiez depuis longtemps. Et là, vous revenez avec un nouvel album qui s'appelle Souviens-toi et qui a demandé quand même 10 ans. Souviens-moi. Souviens-moi, Oui, 10 ans. Ça a demandé 10 ans parce que d'abord j'ai toujours du mal à me retrouver devant la page blanche, en fin de compte. Autant le piano, j'y suis tout le temps, la musique tout le temps. Je mets le texte, il faut que je m'enferme, que je me traite d'imbécile pendant des heures devant cette page blanche et que ça vienne, et puis que le muscle se remette en route, et puis ensuite, ça revient. Mais donc il y a toujours, je trouve toujours des bonnes raisons pour repousser ça au lendemain. Oui. Et j'ai repoussé ça, en fin de compte. Alors j'ai pas rien fait pendant 10 ans, Oui. mais parce que sous mon nom, j'ai rien fait sauf un album qui s'appelle Dans ce piano tout noir, Oui. qui est un album un peu comme un spectacle que j'ai continué à tourner, que je continue à tourner encore de temps en temps, où j'enchaîne que des chansons de moi et je mets à la place des applaudissements entre les chansons des instrumentaux qui évoquent ou la chanson que je viens de chanter ou celle vers laquelle j'amène les gens, et c'est des spectacles que je prends beaucoup de plaisir à faire. Donc, mais je pense que j'ai pas rien fait. J'ai fait ça, j'ai fait les albums symphoniques avec le Brest, j'ai écrit quelques contes musicaux, j'en écris assez régulièrement. Pour les enfants, au bout des projets, des commandes, voilà. Et vous avez fait aussi des cours, vous avez enseigné, je crois, c'était à côté de Paris, vous avez enseigné la musique à des enfants en échange d'une salle de spectacle qu'on vous prêtait pour travailler. J'ai jamais enseigné parce que j'aurais jamais osé fourvoyer les pauvres élèves sur des. Donc ça m'est arrivé souvent alors dans des conservatoires ou dans des, je sais pas auquel exactement vous faites allusion, parce que je n'ai fait. Il y a eu le théâtre d'Ivry-sur-Seine. À Ivry, c'était une résidence que je faisais en 2003, je crois, 2002, pour une résidence que je faisais pour faire un nouveau spectacle. Wow. Et c'était une scène conventionnée chanson et donc en contrepartie, j'allais effectivement rencontrer des jeunes. Voilà. Et vous leur disiez à la fin merci d'être venu. Et c'est le titre de votre nouvelle chanson. C'est fou que ce soit vous qui vous retrouviez là au bout de vos errances, et qu'en face de vous au piano ce soit moi. Il y avait si peu de chance. Il y en a eu des hasards, des doutes et des impasses, des coups de baraka, des chemins par milliards tirés à pile ou face pour en arriver là. Vous dites que cet album est un voyage vers l'intérieur. C'est un album de nostalgie? Je pense, en fin de compte, j'écris pas, je me mets pas ma table en me disant je vais faire une chanson nostalgique. Je pense que le ton est un peu comme ça, mais c'est un sentiment que j'aime bien, la nostalgie. J'aime bien ces mots, ces odeurs, ces couleurs, ces visages, ces photos, qui d'un seul coup vous ramènent à une époque de votre vie où vous avez, et c'est fugace, hein, ça ne ternit pas l'humeur de la journée. Mais d'un seul coup, comme une odeur de cigarette blonde qu'on suit 2 secondes et puis on passe à autre chose. Voilà, d'un seul coup, j'aime ce sentiment-là qui me rappelle des gens, des situations, Et merci d'être venu. Vous rappelle une situation particulière? Alors, merci d'être venu. Non, je m'émerveille. Je trouve ça à chaque fois insensé, vu le hasard s'il y en a un, mais pour que d'un seul coup, ce soit les gens qui sont là dans la salle quand moi je suis au piano, à l'échelle
à l'échelle de la planète, à l'échelle galactique, c'est insensé. Cette probabilité pour qu'on se retrouve là. Oui. Cette chanson parle de ça. Et puis cet album a été enregistré, je crois, en partie chez vous pendant le premier confinement, Romain Didier. Oui, j'ai découvert le plaisir de prendre son temps. C'est-à-dire que moi, comme réalisateur ou comme orchestrateur ou comme producteur exécutif, j'ai souvent fait des disques et souvent été comptable des heures de studio et des musiciens et voilà et tout ça. Donc on prend tant d'heures et tant de séances pour faire la rythmique, tant d'heures, tant de séances pour faire les cordes s'il y en a, les cuivres, les percussions, les voix, le mixage. On sait que ça coûte cher et on dit que ça risque d'avoir un dépassement. Enfin, on s'est toujours ennuyé, quoi. Là, c'est d'un seul coup, je vais jouer du piano et se dire, je vais refaire ça demain. Voilà. Et ça, c'est formidable. Alors, aidé je fais ça avec un ami comédien, chanteur qui s'appelle Niobé, qui est près d'Angers et qui a un studio d'enregistrement, avec qui j'ai fait un projet autour de Francis Lemarque il y a quelques années. Et moi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc il avait son oreille, son écoute, et il est venu avec son matériel enregistré chez moi. Et puis Thierry Garcia à la guitare, qui est un complice formidable. Voilà, donc on s'est retrouvés chez moi à faire ça. Voilà, un moment de bonheur et un moment de nostalgie. Et nostalgie, c'est le titre aussi d'une des chansons de cet album, Souviens-moi, de Romain Didier. Ça vient comme ça, comme un léger nuage, une langueur, juste un arrêt sur image, comme un parfum qu'on croyait oublié et qui à peine respirait te fait revivre en plan séquence les yeux, les voix, les insouciances. Alors là, il y a vraiment de la nostalgie, Romain Didier. C'est une explication. Oui. Oui, je dis pourquoi j'aime la nostalgie, mais c'est vrai que je l'aime, que j'aime ça. Je me vautre pas dedans, encore une fois. J'aime beaucoup la fête et j'aime beaucoup rire. Mais je me laisse piéger, peut-être à cause de ça. D'ailleurs, comme je suis pas un taciturne de nature, je peux me laisser facilement piéger par ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, dans cette chanson, vous parlez de souvenirs de jeunesse et du sucre candy. Le sucre candy, en fait, je me suis un peu renseigné, il est né dès le 9e siècle en Iran. Et le nom de candy vient de l'arabe kandi, désignant le sucre de canne, parce que tout le monde aujourd'hui consomme du sucre candy sans savoir qu'il est venu en Europe à partir du 16e siècle seulement. Ah oui, Ouais. cette bout de ficelle, parce qu'à l'époque c'était comme ça, c'était c'était du sucre enfermé, ou du ficelle enfermé dans du sucre. Voilà, et on suçait le sucre candy. Et ça vous a marqué, ça, c'est sans des souvenirs de jeunesse, un peu comme la Mistral gagnant de Renault. Ouais, c'est un peu ça, oui, mais... Et une autre chanson qui a comme titre dans cet album, c'est Une aberration. La vérité qu'a-t-elle déçu, et tes caresses qu'ont-elles frôlé, les nuits d'un jour qu'ont-elles bercé, le désamour qu'a-t-il blessé. La vie est une aberration. Force est de constater. Oui. Mais c'est vrai que pour vous, c'est une aberration, mais en même temps, vous avez réussi à vous préserver. C'est-à-dire que vous avez toujours dit, j'ai eu la chance de ne pas faire de grands tubes, donc j'ai pu faire ce que je voulais. Oui, après, je regrette pas encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je regrette pas le parcours que j'ai fait. Si j'avais eu, j'aurais pu faire autre chose, mais j'aurais pas voulu faire autre chose à défaut de faire ce que je fais maintenant. J'aime bien faire ce que je fais comme je le fais. Voilà, et effectivement, si on donne pas un sens aux choses, et trouver le moyen de donner un sens à la vie, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, faut y arriver. Si on n'y arrive pas, c'est vite une aberration. Oui, et l'aberration, vous en voyez beaucoup autour de vous. Ça vous surprend encore? Oui, oui, bien sûr. J'ai jamais réagi. En tout cas, artistiquement, j'ai jamais réagi sur des situations et sur l'actualité. En fin de compte, moi, il faut que je digère d'abord parce que je mets du temps. Et je ferai jamais une chanson demain en parlant d'un truc qui m'est arrivé la veille. Voilà, donc je constate tout le temps, en témoin que je suis du temps qui passe, comme tout le monde, toutes les aberrations. Oui. Vous dites qu'il faut digérer les émotions. Je pense que je pense qu'une chanson est réussie quand elle devient quand elle peut être un petit peu universelle, quand tout le monde peut se l'approprier.
et qu'il n'y a rien de plus trivial qu'une émotion ressortie brute comme ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est factuel. Par contre, parler du racisme comme Pierre Perret dans sa chanson Lily, ou comme Chédid dans Anne Masseran, ou Leprest avec SDF. Enfin, voilà, il faut, à mon avis, trouver la forme pour que d'un seul coup, tout le monde puisse s'approprier ça et bouger un peu, et s'il y a des consciences à bouger, les faire un peu bouger. D'ailleurs, SDF a été repris par un rappeur et par d'autres groupes. Oui, elle est reprise, je sais, elle était reprise au Havre, elle est reprise aussi par... j'ai oublié les noms, je ne sais pas. Mais, en tout cas, un rappeur qui reprend des chansons de Romain Didier, c'est quand même une première. Je dois dire. Oui. Et, dans ces reprises, ce qui est le plus respecté, c'est le texte. Oui. Et pour le texte, là, en l'occurrence, c'est Leprest. Mais savoir Leprest, et moi aussi, mais Leprest existait en rap, je trouve ça bien. Alors, il y a une autre chanson qui évoque des souvenirs de jeunesse, c'est La maison tout près d'Avranches. La maison tout près d'Avranches, les cow-boys et les indiennes, ta mère qui faisait des dimanches de tous les jours de la semaine, entre pommes et mirabelle, entre fou rire et chagrin. Dieu que la vie était belle, dis-moi si tu t'en souviens. Ça, c'est vraiment le souvenir d'enfance. Je crois que vous aviez une maison en Normandie, près de la Manche, où vous passiez vos vacances, Romain Didier. Alors, non, pas du tout. J'ai jamais eu de... Je suis allé en Normandie, effectivement, peut-être pas pendant l'enfance, je suis retourné après. Mais cette chanson, c'est plus... dans les couplets qu'elle existe, c'est-à-dire dans cette difficulté qu'on a à voir les aînés dans des lieux de fin de vie, et en fin de compte, la mauvaise conscience qu'ont ceux qui ne vont pas les voir, ces gens-là. Enfin, voilà, c'est un peu une chanson sur ce thème-là. Oui, en plus, Avranches, à l'époque, vous en parlez. Bon, il y avait le débarquement en Normandie. Le lendemain du débarquement en Normandie, Avranches a été très touché. Mais c'est entré dans les livres d'histoire beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'à l'époque, Avranches, on n'en parlait pas comme aujourd'hui dans les livres d'histoire. Bien sûr, oui. Alors, vos origines italiennes ont fait une autre chanson, c'est On n'est pas à Vérone. À l'étage de ce pavillon gris, à peine au cadastre, en mairie, y a un balconnet peint au minium et la flaque rouge d'un géranium. Et derrière la fenêtre entr'ouverte, on imagine une silhouette qui espère à travers les persiennes. Vérone, donc c'est pas vraiment un lien avec l'Italie parce que c'est un village comme il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est ça. Je me suis amusé à rentrer au plus intime d'une ville. C'est-à-dire que voilà, dans toutes les villes, on n'a pas besoin d'être à Vérone pour vivre un grand amour, quoi. Donc c'est partout. Quand on regarde une carte de France, on peut poser la plume n'importe où. Et il y a forcément un petit village. Dans ce petit village, il y a une rue improbable avec une maison improbable, avec deux personnes qui s'aiment de façon incroyable, et voilà, c'est pas proportionnel à l'importance de la ville, ni au point sur la carte au 100 millième. Voilà, c'était... Et puis, il y a une chanson, alors là, elle évoque vraiment les années 60, c'est une chanson de Sylvie Vartan. Rallier l'Estérel en chantant une chanson de Sylvie Vartan. Prendre le soleil droit devant, sans l'ombre d'une huile, d'un onguent. Eh oui, mais ça, c'est vraiment l'époque du temps des yéyés, des débuts de Sylvie Vartan. C'est un symbole pour vous, Sylvie Vartan? C'est-à-dire que c'était, si jamais on parle quand on parle de Sylvie Vartan comme ça, avec une voiture qu'on conduit avec le changement de vitesse au volant, sans ceinture, et qu'on plante une tente dans un champ, et qu'on écoute une chanson de Sylvie Vartan, d'un seul coup on y est, quoi. Enfin, on a peut-être tous, en tout cas les gens de ma génération, c'était Sylvie Vartan, mais
Ça aurait pu être Françoise Hardy, ça marquait l'époque et ça marquait d'un seul coup tous les souvenirs qu'on avait autour de ça. Oui, mais ça tombe bien pour la voiture, puisqu'elle a débuté dans une chanson qui s'appelait Pas de décence, en duo avec Frankie Jordan. Elle ne devait pas chanter, et puis ça a démarré comme ça. Cet album, c'est le point de départ d'une tournée. Je sais que vous serez en 2022, puisque tout a été retardé, à Saint-Étienne entre le 16 et le 22 mai, à Entraigues en août 22, à Paris au printemps 2022. C'est-à-dire que la tournée continue. Ben oui, alors il y a quelques spectacles comme ça qui vont se chevaucher, un peu du seul piano tout noir dont je parlais tout à l'heure, dont je suis seul au piano, un peu avec Cyril Mokayesh, Clarica et Enzo sur les routes avec le Brest symphonique ou en quatuor, ou seul avec moi au piano. Il y aura les 3 cas de figure. Et puis le nouveau spectacle, souviens-moi dont je rentre en résidence dans quelques jours pour préparer ce spectacle. Eh ben, travaillez bien, continuez à chanter et à apporter du bonheur à celles et ceux qui vous aiment. Merci beaucoup, Jacques. Merci Romain Didier. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.